Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Pour vous interroger ce soir, nous sommes avec Arlette Chabot, Serge July et Robert Namias. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Mélenchon, d'abord une question indiscrète. Où étiez-vous hier soir aux alentours de 23h? Est-ce que vous êtes du genre à crier devant votre poste de télé, comme moi, ça s'entend un petit peu d'ailleurs que j'ai crié. Eh ben, hier soir. je Et dois vous faire l'aveu que quoique je n'y connaisse rien et que je puisse pas être considéré comme un grand fan du football, eh bien, j'ai regardé le match un peu avant le deuxième but que j'ai trouvé confus, mais extrêmement revigorant. La suite a été un pur délice, mais pour des raisons qui ne sont pas que footballistiques. Ah bon, c'est lesquels? Je m'imaginais la tête de Madame Merkel, ça me mettait dans des abîmes de délices. Et vous avez d'ailleurs tweeté ce matin à propos du match, vous avez dit l'adversaire invincible n'existe pas pour ceux qui veulent le vaincre. Ça veut dire quand on veut, on peut s'imposer face à l'Allemagne. Il y a un conseil à François Hollande. On peut, non, quand non, on veut, on peut. Sur l'Allemagne. Non. Ah, finalement. C'est même pas la peine d'essayer, il voudra pas. Mais on l'a déjà vu à l'œuvre, il avait une chance, il l'a pas saisie. C'est trop tard. Et puis cette femme, elle est. Dire, en 2012, il avait une chance. Oui, parce qu'il avait annoncé qu'il renégocierait les traités. Les gens pouvaient le croire. Attendez, vous voulez qu'on parle des traités tout de suite? Moi, je voulais qu'on parle foot. Serge July, j'aurais bien parlé absolument. foot. Dans le foot quand même, non? Donc Griezmann. Non, Jean-Luc Mélenchon, vous disiez, je suis pas un spécialiste, mais bon, mais cette joie qu'on sent chez vous, comme chez la plupart des Français, est-ce qu'elle est purement footballistique? Est-ce qu'elle est un petit peu politique? Est-ce que vous aviez aussi été traumatisé par les défaites précédentes? Est-ce qu'elle est sociétale? Voilà. C'est Serge July qui a la bonne expression. D'abord, on a tous un petit bâtiston sur l'estomac. Et ah oui, vous êtes rancunier, vous, hein? Ah bah oui, clair, on les a pas battus depuis 1958, m'a-t-on dit. Non, oui, je suis rancunier parce qu'en réalité, j'ai revu la bande du match en question où le gardien de but qui avait dû corrompre avant l'arbitre a moitié assassiné un joueur français. Baptiston. Et il n'y a eu aucune sanction. Et alors, j'avais pris ce petit bout du match pour faire une espèce de lancement de mon livre, Le Hareng de Bismarck, que je recommande à tout le monde, qui s'est bien vendu et qui explique que le modèle allemand n'existe pas. Alors, je suis content de voir qu'il n'existe pas non plus en foot. À l'inverse, sur l'Europe, on a bien compris quand même que ça vous faisait plutôt plaisir. Oui, de voir tout le monde, je suis content. Oui, puis je suis content de voir les gens contents, et puis tout ce qui donne confiance aux Français en eux-mêmes. Ma question va apprendre, un tout petit peu plus loin sur les questions européennes. On a quand même assisté, après des débuts compliqué avec les supporters russes et les supporters anglais, on assistait à de véritables moments de fraternisation dans cet Euro entre des groupes de supporters très importants, massifs, venant d'un peu partout, en Europe, etc. Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir sur une véritable union, non pas européenne, mais des peuples européens qui manifestement, au-delà des politiques, des institutions, etc., ont envie de vivre ensemble? Oui, moi je crois que vous avez raison. Les gens sont plutôt bienveillants, même si des fois, il y a ici ou là une blague qui mord le trait. Je parle pas des batailles de rue. On a bien vu hier entre les Allemands et les Français, par exemple, hein, les supporters. Mais les choses assez répugnantes qu'on a vues, ces batailles de rue entre ivrognes, et tout ça présenté comme des chocs de supporters. Non, c'est un prétexte pour se foutre des coups dans la rue. Mais pour le reste, les gens sont plutôt bienveillants. Et je crois que oui, dans toute l'Europe, il y a un goût des gens pour vivre en paix les uns avec les autres, le sentiment qu'on a quand même un peu la chance d'être ensemble à aussi, un endroit du Europe. Monde. C'est ça l'Europe. Oui, mais ça serait des Chinois que ce serait pareil. Non, mais je vous pose la question sur l'Europe, quand même, cette volonté de vivre ensemble, d'avoir un sentiment d'appartenance. Vous avez l'air d'avoir des informations que je n'ai pas, mais écoutez, faut pas non plus trop solliciter les faits. Les gens viennent pour jouer au foot, supporter des équipes de foot, ils se tombent dans les bras, ils savent bien que c'est quand même pas la guerre, quoi, c'est le foot. Donc ça donne une occasion de blaguer ensemble et tout, et ça c'est bien. Après, est-ce que ça donne le sentiment d'une identité d'appartenance? Je crois que oui, les gens, d'abord quand on va à l'étranger, souvent, alors on dit on vient d'Europe, alors moi je dis je viens de France, mais les gens vous disent oui, vous êtes européen. Non, jamais. On dit vous êtes français, vous êtes allemand, vous êtes je sais pas quoi, enfin moi ça se voit tout de suite, hein. Mais d'autres non, ils sont plus blonds, tout ça, alors il y a un doute sur eux. Non, il y a pas, je sais pas à quoi vous voulez en venir, mais si c'est l'idée que les gens en Europe sont disposés à bien vivre ensemble, non, ça n'existe pas, mais l'idée qu'on veuille vivre ensemble et en paix, oui, ça c'est vrai. Moi, je pense... Et c'est un vieux rêve, notamment pour les gens de gauche, depuis Victor Hugo, c'est la constante, hein. Tous
tout le courant progressiste a toujours porté l'idée d'une union du continent pour arrêter la guerre. Et là, c'est raté, mais bon, on va recommencer. Moi, je pense juste le contraire de Robert Namias, que le foot démontre qu'il n'y a pas de patriotisme européen, et quand il y a une Coupe du Monde, quand il y a Danemark-Cameroun, on est tous pour le Cameroun, quand il y a Uruguay-Allemagne, on est tous pour l'Uruguay. Il n'y a pas de patriotisme européen. Disons, il y a des aversions communes, si vous voulez. On pourrait prendre, je sais pas, il faut pas qu'on aille chercher trop loin, mais c'est vrai qu'on s'identifie à son équipe nationale, même quand on est comme moi réfractaire à ces trucs-là. Bon, mais je me laisse emballer comme tout le monde. Dimanche, ça va être un peu dur parce que les Portugais, c'est quand même des bons copains, quoi. Ouais. Ça va être dur. Vous avez dit tout ce qui peut redonner confiance au fond au peuple et aux Français en général. Ça veut dire, alors on va pas refaire le coup de le foot mais quand même les Français avaient besoin de métaphore, respirer, de souffler, d'un peu de bonheur après des mois de crise, parce que le terrorisme, la bataille sur les lois travail, les débats politiques, les Français avaient besoin de se retrouver aussi à nouveau. Je crois qu'il y a une aspiration au bonheur qui est assez spontanée dans tout être humain. C'était une belle pause, on va pas la bouder. Mais ce qui est très important, si je me situe sur un plan politique, après tout, c'est la seule chose qui puisse rendre intéressant mon point de vue. Je suis pas un sociologue, je suis pas un spécialiste du foot, mais je crois, pour moi, politiquement, tout ce qui donne confiance aux Français en eux-mêmes est bon, parce que c'est à ce prix-là qu'ils peuvent faire de grandes choses. Et ce peuple-là, il est comme ça, quoi. Il faut toujours lui mettre la barre haut et il passe l'obstacle. Mais si on lui fait des choses au rabais, ça ne fonctionne pas. Il y a un deuxième enseignement possible sur l'équipe de France, proprement dite, même si vous ne vous intéressez pas spécialement au foot. C'est que Deschamps ne cessait de dire qu'au fond, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, cette fois il n'y a pas de star, il n'y a pas de leader. Vraiment. Alors Griezmann maintenant, effectivement, est en train de se stariser, et que c'est le collectif qui a gagné. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui vous paraît intéressant par rapport à d'anciennes équipes notamment? Oui. Enfin, ça va pas nous faire oublier que dans le collectif, il y en a qui s'oublient pas, hein. Parce que la Fédération européenne de foot, elle a pas oublié de commencer par réclamer de pas payer d'impôts sur l'argent qu'elle allait ramasser. Deuxièmement, de France, mais attendez, rappelez-vous qui est là. C'est pas un passant dans la rue quand même. Bon, d'accord. Donc, et puis c'est pas tout ce que j'ai à dire sur le sujet, si on ne va plus parler du collectif. Eh ben, si c'était collectif, par exemple, les sportifs et les footballeurs paieraient des droits sociaux, paieraient leur CSG sur les droits à l'image qu'ils ont collective, n'est-ce pas? Ils n'en payent pas. Eh ben ça c'est pas bien, parce que quand ils ont mal quelque part, pour les soigner, c'est la sécu. J'essaie de prendre un peu de hauteur sur une réflexion, et là vous me ramenez sur le concret. Mais non, mais vous me dites, est-ce que c'est pas le collectif? Alors on est là tous à sonder. Je pensais même que vous me diriez oui d'ailleurs sur le collectif. Examiner le foie, les entrailles des poulets. Non, il faut revenir sur le sol là, des choses simples que tout le monde comprend. Voilà, si c'est du collectif, alors tout le monde s'y met, c'est pas certains et pas les autres. Vous aviez eu l'occasion de dire que les footballeurs c'était quoi, des milliardaires en short ou une expression de ce genre? Une fois, on retient que ça. J'ai fait un énorme effort intellectuel sur 6 pages de SoFoot pour expliquer l'émancipation du corps, la fidélité. On a retenu une phrase où j'ai dit que c'était pas moral d'être milliardaire à courir après une balle. Ben, j'ai le droit de le dire, puis je le pense. Je pense que c'est pas moral. Je pense qu'à partir d'un moment, il y a une certaine forme d'accumulation qui devient immorale. Je trouve que c'est choquant parce que après tout, on me dit oui, mais ça dure qu'un moment dans la vie. Ben justement, si ça dure qu'un moment, il y a qu'à dire écoute, toi tu joues bien au foot, tu auras une belle paye jusqu'à ton dernier souffle. Hein. On pourrait fixer la paye avec Monsieur Julie. C'est une forme de retraite chapeau, ça alors pour les footballeurs. Ouais, mais pas des milliards. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour que le commerce d'un footballeur atteigne des sommes pareilles, c'est pas normal. Mais enfin bon, ça c'est mon point de vue. Je veux pas gâcher la fête, les amis, on se retrouve après. Hein. Pour en finir peut-être sur le sujet, mais d'une certaine manière, ces footballeurs-là, ces grands dont on parle, les Griezmann, le gardien de but, Ronaldo, tout ça, etc. Hugo Lloris, c'est ça. Ce sont des gens qui sont regardés dans le monde entier. C'est les seules stars vraiment mondiales. C'est pas les politiques qui sont des stars mondiales. Ça dépend lesquels. Mao Tse-tung a pas mal fait, parce qu'on en parlait tout à l'heure, puis vous connaissez bien le sujet. Il est mort en 76, quand même. Ça fait quand même un certain temps. Oui, Madame Merkel, elle est bien connue dans le monde. Oui, mais enfin, c'est pas une star mondiale. Est-ce que vous pensez pas que les vraies stars, c'est pas des acteurs de cinéma, il y a quelques chanteurs peut-être. Oui, pourquoi pas. Et alors qu'est-ce que ça change? Non, mais quand on est visionné par 1 milliard d'individus, voilà, on est visionné par 1 milliard d'individus, on cesse de s'appartenir. Et c'est une difficulté qu'on connaît dans d'autres domaines. Non, mais et alors, très bien, je préfère ça que des généraux fous, des dictateurs ahuris et je ne sais quoi. Tant mieux que ce soit des chanteurs, des footballeurs, mais ça justifie pas que à cette occasion-là, on finisse par trouver normal qu'une telle accumulation de biens. Franchement, Monsieur Ellieu, Monsieur Julie, écoutez-moi.
La phrase de Bernie Sanders, je la trouve géniale. Le candidat qui a failli gagner dans le Parti démocrate. Le gars, il dit... Face à Hillary Clinton, oui. Quoi ? Oui, je dis face à Hillary Clinton. Voilà, face à Hillary Clinton. Qui a perdu. Indépendant. Oui, ben non, mais il a perdu, mais parce que les autres trichent comme des fous. Mais il a dit une belle phrase. Il dit, quel sens ça a quand on a 1 milliard de passer sa vie à essayer d'en avoir un deuxième ? Bon, tout le monde comprend ça. Quand monsieur Macron dit, je souhaite que les jeunes rêvent d'être milliardaires, ben moi j'ai dit, il est fou ce type. Pourquoi faire ? Non, moi je souhaite que les jeunes rêvent d'être heureux, d'avoir un super couple, d'avoir un métier où ils se réalisent. Pourquoi faire milliardaire ? Pour avoir du pouvoir sur quoi ? Sur qui ? Tout ça est absurde. La civilisation de l'accumulation est absurde. On ne peut faire que 3 repas par jour, quoi. Voilà, exactement, monsieur Julie. Et qu'est-ce qu'un être humain qui aurait des besoins 400 fois supérieurs à un autre, puisque c'est l'écart en France des revenus. Non, tout ça. Ouais, et c'est pas uniquement en France. Hein, c'est la tendance mondiale et t'as l'écart grandissant des inégalités. Et d'ailleurs, comme plus l'écart est grand, moins la société fonctionne bien. Je crois qu'il faut qu'on commence à mettre en cause ces manières de vivre. Et la civilisation que ça porte, qui est une civilisation du gâchis, du déchet, de la consommation, n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, parce qu'il faut qu'on aille à quelque chose de plus sobre, et en même temps, plus sobre, ça veut pas dire qu'on va s'ennuyer. Je pense le contraire, on va plutôt bien rigoler. Parce que pour l'instant, ça va de mal en pis, mes amis. Vous rigolez beaucoup en ce moment ? Eh ben, pas trop. Vous faites pas rire non plus, hein ? Non, encore heureux, compte tenu de ce que je fais, il vaut mieux, quoi. Mais bon, je commencerai à m'inquiéter, c'était le contraire. Mais regardez dans quelle une société connectée est aussi une société d'individus seuls. J'enfonce une porte ouverte là, mais regardez comme on est tous en train de devenir fous avec nos smartphones. Hein, on est addict au smartphone pour certains, comme d'autres à la cigarette il y a quelque temps. Donc il faut changer la civilisation humaine. Les objets ne nous rendront pas heureux. Oui, mais en même temps, vous lancez des pétitions sur Internet. Ça sera après la pause, on en reparlera. Et les pétitions sur Internet, ça marche. Eh ben alors, les moi, réseaux sociaux. À fond pour Internet, à fond pour ça. Alors, mais vos pétitions, Jean-Luc Mélenchon, qui est discutable. On en parle de vos pétitions juste après une première pause. Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle et l'invité du Club de la Presse. À tout de suite. Vous avez lancé une campagne d'inscription pour encourager les jeunes et les moins jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui même, une campagne où on peut lire Sarkozy-Hollande, c'est un chômeur de plus toutes les 2 minutes. Sarkozy-Hollande, ce sont les pesticides. Sarkozy-Hollande, c'est une école fermée par jour. Sarkozy-Hollande, qu'il dégage en gros. Hein. Je vote, il dégage, c'est votre slogan. Est-ce que c'est votre programme, les faire dégager ? Non, le programme, il est heureusement un peu plus complexe que ça. Il propose toute une refonte de l'économie, des institutions, surtout des institutions. Hein. Ma principale promesse, je vais vous dire, c'est ça. C'est vous m'élisez, il y aura une constituante et vous redéfinirez la règle du jeu, parce que comme est là, bon, clairement, la démocratie française est en train de s'asphyxier. C'est pas bon pour un grand peuple de plus croire à rien, ni à ses institutions, ni à ses représentants, ni aurait. Et évidemment, ça c'est le premier point. Après, il y a le reste que vous connaissez, changer la matrice productive du pays, on vient d'en parler. Mais là, sur la campagne que vous évoquez, on va démarrer à la mi-juillet. L'idée est la suivante. Il y a 3 millions de personnes qui sont pas inscrites. Hein ? Et il y en a 6 millions qui sont mal inscrites. C'est-à-dire qu'au moment de voter, ils y vont pas, ils disent « Ah, bah, j'ai plus la carte. Ah, puis, on n'est pas inscrit, etc. » 9 millions de personnes qui pourraient voter et qui ne votent pas. Et qui s'ajoutent évidemment au flot de ceux qui disent « Bah, de toute façon, je vote pas, c'est tous les mêmes, et ainsi de suite, et il y en a assez, c'est le seul moyen de marquer ma distance. » Donc, on va faire une campagne de promotion civique et en disant aux gens « Écoutez, Madame Bettencourt, elle ira voter. » Pardon si je prends l'exemple personnel de cette pauvre femme, mais parce que c'est un symbole de la toute-puissance, de l'argent, Monsieur Gattaz, il va aller voter, lui, pour obtenir tout ce que vous savez. Les autres, ils vont aller voter, puis ils vont vous prendre vos sous, ils vont vous faire des lois El Khomri aggravées, et ainsi de suite. Et vous, ballot, tout ce que vous allez faire, c'est de rester dans votre coin et de pas être content. Donc, inscrivez-vous, parce que il y a rien au-dessus d'être citoyen. Je veux bien insister là-dessus. Il y a rien au-dessus, les gens. Il y a pas un autre moyen de changer la société. Et si par hasard vous en aviez un autre qui soit violent, moi je serais contre. C'est absurde, ça n'a jamais rien changé. Donc la meilleure manière de le faire, c'est d'aller avec un bulletin de vote. Encore faut-il pouvoir aller voter. C'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Donc on va faire ça, et puis une deuxième campagne qui est dedans, hein, dans la même, avec notre petite caravane là, 2 caravanes qui vont tourner, c'est l'accès aux droits. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de gens qui ont des droits sociaux, ils savent même pas, ou ils savent pas comment faire pour y accéder. Alors on a un petit système de simulation qui nous permet de leur dire « Ah ben vous avez droit à tel truc, ou RSA, ou autre chose », et dire « c'est à tel endroit qu'il faut que vous alliez ». Et souvent, on a demandé aux associations du quartier si elles veulent bien
prendre en charge, parce que c'est pas nous qui allons le faire. Si on peut les aider, il s'agit pas de leur écraser les pieds, c'est tout le contraire, parce que c'est eux qui font tout le travail toute l'année. Mais voilà l'idée. Nous sommes des citoyens, nous sommes des personnes. C'est pas indigne de réclamer ses droits, c'est l'inverse, et on a le droit d'être très mécontent de ceux qui gouvernent le pays, mais pour ça, il faut utiliser un bulletin de vote. Robert Namers. On va rebondir sur ce que vous venez de dire à propos de la violence. Vous dites, c'est pas la violence, moi je suis pas pour, c'est le bulletin de vote, et d'abord le bulletin de vote. Mais je trouve que dans les expressions, vous le savez très bien d'ailleurs, et on ne sait jamais si chez vous c'est un jeu, un parti pris politique, une conviction, dans les termes vous êtes souvent violent. Qu'il dégage, c'est violent. C'est violent. Personne ne dira le contraire. La rédaction même du texte est assez violente. Est-ce que c'est un vrai choix politique qui vous fait penser que vous aurez plus d'adhésion à votre projet que d'avoir cette attitude assez violente, ou est-ce que vous êtes passé des mots à l'attitude? Est-ce que mon attitude a quoi que ce soit de violent? Vous n'avez jamais vu qu'un bâton, au contraire. un fusil. Vous jouez en permanence du décalage entre l'intellectuel, au contraire, très séduisant, etc., et cette violence assez provocatrice. Est-ce que vous pensez que ça vous rapporte quelque chose? Je sais pas, ça me rapporte quelque chose, mais ça a une fonction. Il faut bien que le verbe, non, mais il faut que le verbe rende compte, pardon de vous le dire, d'une colère qui existe. Je suis pas là pour endormir les gens. Je suis au contraire pour essayer de les réveiller, de faire en sorte qu'ils ne se résignent pas, de mettre en mots les raisons de cette colère. C'est très important. C'est ça la fonction. Ça peut repousser aussi cette violence. Qu'il dégage. On peut adhérer à votre projet et trouver assez désagréable cette attitude. Vous êtes passé à qu'ils s'en aillent tous, à qu'ils dégagent. Parce que qu'ils s'en aillent tous, c'était la traduction d'un slogan en espagnol, que se vayan todos, qui avait éclaté dans toute l'Amérique latine. Mais qu'ils dégagent, c'est les années 30. Ou dégagent, c'est les révolutions, c'est les révolutions des printemps arabes. Ça peut être aussi un peu du côté de l'extrême droite, vous le savez très bien d'ailleurs. Je le sais très bien. Non, mais ça c'est la méthode rhétorique un peu gênante, parce que je le sais très bien, donc je suis un menteur, un simulateur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pas violent votre truc? Non, mais vous connaissez. Et vous, c'est pas violent de me comparer aux années 30? Vous connaissez. Non, c'est pas violent. Qu'il dégage, c'est historique. Vous connaissez ce type d'expression. Attendez votre tour, monsieur Julie. Commençons par vous. Non, mais vous commencez par me dire, faut pas être violent dans les mots, et vous commencez, et ensuite vous continuez en disant, en fait, monsieur Mélenchon, c'est très bien, vous croyez pas ce que vous dites, donc vous êtes un menteur. Ça marche pas, ça. Quant à qu'il dégage, pourquoi je suis passé? Vous me demandiez, madame Chabot, je suis passé des que se vayan todos, je vous raconte une anecdote. Que se vayan todos, j'arrivais pas à comprendre comment ça passait d'un pays à l'autre. Évidemment, ils sont tous hispanophones, donc ils trouvaient que c'était ce qui résumait le mieux la situation. Toutes les sociétés, y compris les nôtres, vont passer par un point que se vayan todos. Toutes nos sociétés, parce qu'elles sont toutes en proie à la même chose qui a commencé en Amérique latine, qu'on voit dans tous les pays, c'est les politiques d'ajustement structurel, la connivence entre les sommets de la société sur le dos du petit peuple, ça se passe partout comme ça. Et j'avais dit, que se vayan todos, j'avais prévu l'équipe politique avec laquelle je me dis, j'ai dit, je sais que c'est un peu beaucoup, et c'était marrant de voir comment se serait partagée la salle, sur 20 personnes qu'on était. Tous ceux qui étaient de ma génération étaient absolument contre. En disant, mais c'est pas un mot d'ordre politique, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'il faut dire les choses. Tous les plus jeunes. La question est fondée. Oui, mais bien sûr, mais vous avez votre âge et moi aussi. Et les jeunes de la Réunion, quand je dis la vérité, les jeunes de la Réunion, qui étaient à la Réunion, on dit, ça va pas, ce truc, c'est trop mou, qu'ils s'en aillent tous, avec est-ce que c'est pas un subjonctif, c'est un impératif? Non, il y a qu'à mettre, dégagé. Bon, alors je dis, non. Que se vayan todos, je peux assumer, c'est un slogan politique de l'Amérique latine, dégagé, je le fais pas, je sais pas le faire et tout. Bon, j'aurais mieux fait de dire oui. Parce que quelques mois après, cher monsieur Julie, c'est pas dans les années 30, il y a 3 ans, éclatait une révolution en Tunisie, au slogan dégage. Et le courant s'est appelé le courant dégagiste. Et ensuite, le même toutes les manifestations dans le monde arabe, au niveau des révolutions arabes, a utilisé le même slogan. C'est pas pour autant qu'il ne date pas, en tout cas en Europe, qu'on le connaît bien en Europe. Oui, écoutez, forcément, on fait pas tous de la politique. Vous et moi, monsieur Julie, on le fait avec un livre d'histoire ouvert. Vous le connaissez. Mais le grand nombre. Vous connaissez. 34, vous connaissez. Oui, mais moi, j'étais face à un État totalitaire. Oui, non, mais attendez. Il y a aussi le verbe être et le verbe avoir qui ont été beaucoup utilisés par l'extrême droite. Par conséquent, je propose qu'on parle sans verbe être et sans verbe avoir. Et puis, si on pouvait enlever aussi la lettre R, qui est quand même très ennuyeux, parce qu'il y en a beaucoup dans Front National, il y a R. Donc on pourrait enlever tout. Oui, mais Front de gauche aussi, c'est pour ça que soyons sérieux.
essayez de comprendre, si vous voulez bien. Moi, je vous demande pas de m'approuver. C'est comme ça que je parle. Ça vous plaît pas, faites autre chose. Moi, c'est comme ça que je parle. Ça vous posait problème. Et je veux. Non, ça ne me pose pas de problème. Je pense que m'exprimer de cette manière donne un visage, donne de la chair à quelque chose que les gens n'arrivent pas forcément à prononcer. Et c'est cette énergie-là que je veux libérer, monsieur. Mais je vous dis les choses franchement. Je souhaite qu'ils dégagent tous. C'est quand même mon objectif politique. Si je propose de convoquer une assemblée constituante, c'est parce que je considère que c'est une stratégie révolutionnaire pour que le peuple se réapproprie ces institutions. Moi, je l'ai toujours dit. On met en route l'assemblée constituante. Vous décidez des nouvelles règles politiques. Moi, je vous en propose une, le référendum révocatoire. Mais une fois que vous avez décidé, le peuple français vote, il met ça en place, et moi, je m'en vais. Ça vous parce que, je veux dire, comme Johnson en Angleterre. Comme j'ai été, non. Comme j'aurais été élu président de la République, c'est dans cette hypothèse-là qu'on se situe. Eh bien, il faut que les nouvelles institutions puissent commencer à vivre. On sera dans un autre monde. Vous démissionnez. Et je serai pas. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je ne serai pas l'homme qui dit comme vous m'avez élu pour 5 ans, quelle que soit la nouvelle constitution que vous avez imaginée, mes chers amis, moi je reste là pour 5 ans. J'ai connu ça. Bon, quand on est passé Bon, donc il faut savoir dire à ce moment-là, vous avez décidé ça, je l'appliquerai et les nouvelles règles s'appliqueront à moi comme à tous les autres. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais oui, mon objectif est qu'ils s'en aillent tous, un grand coup d'air, de respiration. Et à quoi voulez-vous que serve un homme comme moi avec l'expérience accumulée, l'âge que j'ai, sinon à ça? À faire quoi? Je vais pas faire une carrière, moi, c'est pas mon sujet. Elle est déjà faite, si vous voulez qu'on parle de ça. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de changer la civilisation. Vous voyez, c'est un grand espoir. Oui, mais je vais y arriver. Vous savez, quand ceux qui ont fait 1789, ils savaient pas qu'ils étaient en train de changer le monde. Et pourtant, ils l'ont fait. Alors moi, on s'en porte pas plus mal, non? Il y a personne qui s'en plaint autour de cette table. Je vois dans cette campagne Je vote, il dégage, les deux qui sont visés, c'est Sarkozy et Hollande. Et on se dit, effectivement, si Sarkozy remporte la primaire de la droite, si Hollande remporte la primaire de la gauche, ce sont des bonnes nouvelles pour vous. Votre meilleure chance à la présidentielle qui s'annonce, c'est effectivement d'être contre les sortants. Bon, je prendrai ceux qui arrivent. Ceux qui arrivent. Je prends ceux qui sont les plus vraisemblables et puis qui signifient quelque chose, parce que M. Sarkozy signifie quelque chose dans le paysage de droite. Tout le monde le sait, c'est certainement celui qui incarne le plus ce qu'est cette droite extrêmement vigoureuse, collée à moitié au Front National de temps à autre, décollée à d'autres moments. Il incarne quelque chose qui est significatif de notre époque et de la droite de notre époque. Et M. Hollande est très significatif du social-libéralisme, du blairisme qui arrive en France. Voilà, donc je prends ces deux figures symboliques. Mais si c'en est d'autres... mais votre meilleure chance, ce serait que ce soit eux les deux candidats. Mais je sais pas, moi, débrouillez-vous, c'est vous les commentateurs, c'est pas à moi. Moi, je fais ma campagne, j'essaye de convaincre des gens. Non, mais les commentateurs peuvent commenter c'est à vous de dire si c'est mes meilleurs adversaires ou pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'essaye de faire. Convaincre, entraîner. Non, le mieux pour moi, c'est que ceux qui sont mes partisans veuillent bien tous se mettre au boulot. C'est-à-dire pas attendre que je fasse le travail, mais s'y mettre tous. Ça, c'est pour Pierre Laurent, ça? Non, c'est pour... il y a 110 000 personnes... Non, vous allez voir. Il y a 110 000 personnes qui m'ont décidé de me donner leur appui. J'en suis très reconnaissant. Sur ces 110 000, il y en a quoi? 20 000 qui sont inscrits dans des groupes d'appui. Donc, ils font un travail. Je dis à tous les autres, chacun, faites aussi quelque chose. Si j'enracine pas ma campagne, comment voulez-vous que j'y arrive? Il va y avoir toutes sortes d'événements, de péripéties médiatiques. Donc, j'ai besoin d'enraciner. Puis surtout, jamais j'aurai l'argent que les autres ont pour faire campagne. Et l'argent, ça compte beaucoup dans une campagne. Je n'ai qu'une parade. Le fait qu'un maximum de gens s'y mettent. Et là, par exemple, vous savez, tout ce qu'on est en train de se dire sert peut-être à rien si j'ai pas les 500 parrainages. Et j'ai mieux vous dire que... C'est ce que j'allais vous demander. Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous me demandez? Si vous les aurez sur les parrainages. Alors j'en suis à 100. Ça, c'est pas simple quand même. Non. D'autant. D'abord, il y a un privilège que les élus ont jamais demandé. Non, mais les communistes vous feront pas de cadeaux parce qu'il faut quand même qu'on arrive. Il faut quand même qu'on en parle. D'une certaine manière, c'est ce que quand même de vos rapports avec le Parti communiste, les ex-composantes du Front de gauche que vous avez quitté, dont vous avez déclaré quasiment l'acte de décès dans Mediapart. Je l'ai bien lu. Maintenant, comment vous faites pour drainer non seulement une population anonyme, mais ceux dont vous avez besoin pour être candidat? Vous savez, il faut que je prenne dans l'ordre vos questions, parce que sinon je m'en sors plus. D'abord, il y a une campagne pour les parrainages. Moi, j'ai pas l'habitude d'aller avec mon béret demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, on a décidé qu'on faisait campagne. J'ai décidé que je proposais ma candidature, puis que j'étais candidat quand il y a eu 110 000 personnes. Donc, les signatures, on va les chercher nous-mêmes. Et on va pas pleurnicher et gémir et se plaindre. Donc, on va aller chercher un par un, c'est ce qu'on est en train de faire. À la rentrée, je vais aller voir toutes les fédérations d'élus. Je vais leur dire, écoutez, vous êtes d'accord avec le fait
que les conditions ont été durcies. Donc vous pouvez, si vous autorisez pas vos élus à donner leur parrainage, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec moi, mais juste qu'ils pensent que oui, Monsieur Mélenchon, qui la dernière fois a réuni 4 millions de voix, a la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle. Genre association des maires de France, association des communistes, des élus de droite. Je vais aller voir les élus de droite parce qu'il me faut aussi des signatures de droite. C'est pas les socialistes qui vont me les donner. Non, mais ça ils vous les donneront. Ils vous donneront. Mais écoutez, ils ont qu'à le faire parce que comme ça m'épargnerait du temps à avoir des soucis. Je pourrais commencer l'emprunt et avoir une meilleure base de campagne. Vous en avez combien aujourd'hui? 170. Monsieur Julie, je veux quand même vous dire, c'est quand même monstrueux comme situation. 500 personnes bien précises, hein, c'est pas tous les élus, c'est les maires, les conseillers régionaux, les députés. C'est ceux-là qui ont le pouvoir de dire vous avez le droit d'être candidat. Les grands partis ayant le maximum d'adhésion d'élus, peuvent parfaitement vous empêcher de pouvoir y aller. Alors, il y avait une proposition qui avait été faite par le rapport de Lionel Jospin, qui était ou bien 500 élus, ou bien 150 000 citoyens. Moi, j'avais dit, écoutez, même 1 million, on ira les chercher. Mais là, 500 élus, je suis donc dans la main de quelque chose que je ne maîtrise pas, et je suis obligé d'expliquer élu par élu, écoutez, signer pour moi, c'est pas me soutenir, c'est pas dire qu'on est d'accord avec ce que je dis, mais ça veut dire que la démocratie française a le droit d'avoir Monsieur Mélenchon comme candidat. Alors ils ont durci les conditions que je veux, mais je veux raconter tout ça pour que les gens l'entendent. Vous êtes le maire de Schmoldu, tiens. Non, je suis pas maire de Schmoldu. Voilà, vous êtes le maire de Schmoldu, puis vous voulez faire le bien de votre petit coin, vous n'avez pas d'étiquette politique, vous dites bah tiens, pourquoi pas, comme j'ai pas envie de soutenir celui du PS, ni celui des Républicains, parce que je veux pas m'aligner, je vais soutenir Mélenchon, parce que tout le monde sait bien que je suis pas mélenchoniste, donc je le soutiens. Alors, il va signer. Mais attention, avant, vous aviez le papier, puis vous portiez tout d'un coup à la fin au Conseil constitutionnel. Maintenant, c'est fini. À la fin, c'est pour ça aujourd'hui, par exemple, je ne dis pas qui sont les gens qui ont signé pour moi. Je dis pas leur nom. Pourquoi? Parce que, à mesure qu'ils me disent, oui, Monsieur Mélenchon, vous pouvez compter sur moi, ce sont des gens de parole, je déposerai ma candidature. Mais à la fin, comment ça va se passer? Un par un, ils vont devoir chacun aller porter, envoyer par la poste. Et tout sera publié en même temps. Alors vous imaginez, vous êtes le gars, vous avez votre papier, et vous avez le président du conseil général ou du conseil régional qui dit « Dis donc Marcel, pour la subvention, la bâtira la demander à Mélenchon, parce que moi je la donnerai pas, moi je suis pour Hollande, et quand on est pour Hollande, on peut pas donner la signature à Mélenchon. » C'est ça qu'ils font. Dans la Haute-Garonne, mes amis m'ont dit qu'il y a une pression terrible sur les élus. C'est insupportable. Vous le croyez, monsieur Julie? J'invente pas mon histoire. C'est pas une question de croyance, c'est un système. Voilà. Alors, donc je suis obligé de passer par là. Donc je m'occupe pas de savoir qui me boude ou pas. Vous me parliez des communistes, je veux dire, il y a dans le chiffre que je viens de vous donner, on est à 1 an avant, c'est pas mal quand même, 170 sans l'appui de personne. Il y a quand même 30 maires communistes et conseillers généraux. Bon, c'est bien, ça prouve que ils sont là aussi. Et j'en ai, autant du parti de gauche, et puis plein de sans étiquette, et même quelques-uns de droite. Alors voilà pour les signatures, mais il y avait aussi une question sur vos rapports avec les communistes. On y vient juste après une dernière pause, à tout de suite. Où en êtes-vous avec les communistes? Vous aviez créé le Front de gauche avec eux. On sait que depuis les choses vont mal entre vous et eux. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Oh là, il y en a pour la soirée, là. Non, justement. Qu'est-ce qui se passe? Justement, comme on a peu de temps, faut le raconter. On a eu, la confiance n'existe plus, quoi. On peut dire ça comme ça. Et puis d'abord, quand on dit les communistes, c'est vite fait, parce que des communistes, il y en a plein à la France insoumise. Dans ce qu'on appelle, nous, l'espace politique, qui est l'endroit où viennent les responsables politiques qui participent à ma campagne, il y a quand même Monsieur Parny, qui était l'homme qui... mais c'était l'homme qui coordonnait le programme la dernière fois, pour le Front de gauche. Il y a Monsieur Christian Audouin, qui est le patron de l'Écho du Centre. Vous avez la Fédération communiste des Deux-Sèvres, donc des communistes, il y en a dans la France insoumise. Donc moi, j'ai pas de querelle avec les communistes, j'ai une divergence avec les dirigeants, la direction actuelle du Parti communiste, que je respecte. Vous avez dit que vous avez été maltraité par le Parti communiste. Non, mais bon, maltraité, maltraité. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms d'oiseaux, j'apprécie pas trop, quoi. Encore une fois, là, on dit il y a pas de candidat naturel, ça c'était sous la royauté, les dauphins, bon, ça va, quoi. C'est pas la peine de se parler comme ça. Non, mais c'est une divergence idéologique de fond. Oui. Ou c'est des querelles d'ego, parce qu'ils ont pas apprécié. Mais je sais pas, ils ont pas apprécié que vous annonciez votre candidature comme ça. C'est une querelle d'ego, c'est le fait qu'il y a un doute sur l'attitude des communistes qui ont quand même envie de continuer un peu à discuter avec les socialistes pour préserver leur avenir. Ils veulent un groupe parlementaire. Il y a aussi ça. Madame Chabot, je crois que vous commencez à mettre le doigt à l'endroit où ça fait mal. Bien sûr. Bon, il y a une divergence entre nous. On l'a réglé politiquement. C'est pas une affaire personnelle. Au mois de décembre dernier,
j'ai parlé longuement avec Pierre Laurent et je lui ai expliqué ce qu'était la stratégie qui me paraissait la bonne. Ne pas aller dans la primaire, démarrer tôt pour ancrer notre campagne et mettre en route un mouvement plus large que nos partis pour sortir du côté cartel du front de gauche. Le front de gauche, disons les choses comme c'est totalement discrédité par des stratégies d'alliance à géométrie variable, ici avec les socialistes, là-bas non, ici avec des verts, enfin, tout c'est devenu illisible, personne ne comprend rien. Donc je lui dis voilà comment on peut faire. Et il me dit moi je ne crois pas que ce soit bien de faire comme ça, et il est partisan de la primaire et de rassembler je ne sais qui et je ne sais quoi, et je lui dis non mais ça marchera pas. Et comme nous nous sommes déjà rendus illisibles, nous allons encore plus être lisibles si nous mettons le doigt dans cet engrenage mortel. J'étais persuadé que la primaire éclaterait comme une bulle, ce qui s'est produit. Et aujourd'hui, Pierre Laurent a expliqué sur LCP. En dehors du PS. Oui, la gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a marre à la fin. Bon, à la fin, on se retrouverait quasiment dans le couloir, à gauche de la gauche, de la gauche. C'est un peu ça. Non, mais moi, je voudrais que on cesse. D'abord, je ne suis pas d'extrême gauche. Il y a des gens d'extrême gauche. Il faut les respecter. Et c'est pas mon cas. Moi, j'ai un programme que j'estime être central dans la société. Pas au centre de la politique, mais central dans la société. Mais je termine mon petit récit, puisque vous avez sollicité aujourd'hui. Pierre Laurent dit, ce qui compte plus que tout, c'est les législatives. Je comprends, comme m'a dit Madame Chabot. Bon, et il dit il faut faire des alliances et des stratégies au cas par cas. Alors non, attends, ça bat tous les records. Donc 577 stratégies différentes dans le pays. Non, je ne suis pas d'accord. Donc la base de notre affaire, c'est une divergence politique. Elle doit être respectée. Et pas la traiter en disant c'est la guéguerre ou la bataille des égos. J'ai aucun problème d'ego. Moi, je suis très bien dans ma peau. D'une certaine manière, il ne pense pas que vous serez élu. Donc il pense que c'est peut-être mieux de préserver un groupe parlementaire. Et je résume. Alors, je sais pas s'il arrivera à protéger quoi que ce soit avec ces méthodes-là, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez raison, monsieur Julie. Il ne pense pas que je peux être élu. Il pense pas que la droite puisse être battue. Alors, évidemment, si on démarre comme ça, où on va? Et alors, voilà des mois que je vois des efforts. Alors, il fallait se rassembler. Et maintenant, il s'agit de trouver une candidature entre Hollande et moi. Enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça veut donc dire une candidature de plus. Il n'y en a pas. Pourquoi vous en fabriquez une à toute force? Puisque les choses sont comme ça. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, les amis? J'ai pas mené une belle campagne en 2012. J'ai pas été honnête et travailleur pendant toute cette période. Donc, je pense que ça va se régler tout doucement. On verra bien. Mais je ne changerai pas le cap. Tout le monde est bienvenu dans la France insoumise. Tout le monde. Les citoyens, les groupes, il y a plusieurs espaces, l'espace politique, l'espace des syndicalistes, des jeunes. Tout le monde est bienvenu. Mais il faut respecter le cadre et dire aux Français une parole claire. La présidentielle et la législative, c'est la même campagne. C'est pas un élu local, un député. Donc c'est la même campagne, c'est le même programme, et c'est la même volonté de ne pas se laisser enfermer, pardon, c'est là que je vais vous dire le pire, dans cette histoire absurde. Alors c'est gauche contre droite. Très bien, c'est qui la gauche? Vous mettez Hollande dedans? Pas moi. Donc vous voyez déjà, les mots sont truqués. Moi je propose une autre opposition. Oligarchie, peuple. Ceux qui sont pour le nucléaire, ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour mettre fin au productivisme, ceux qui sont pour. Ceux qui sont pour le partage des richesses, l'augmentation des salaires, ceux qui sont contre parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas économie. Des vrais débats, les choses de fond qui intéressent les Français. Le reste, ils s'en fichent, la bataille. 50% de Français peuvent vous suivre là-dessus? Ah oui, au moins. Au moins, parce que alors ça se construira tout ça. Dans un premier temps, il faut arriver au deuxième tour. N'est-ce pas? C'est comme ça, les institutions sont faites comme ça. Je préfère autre chose, mais c'est comme ça. Donc il faut arriver au deuxième tour. Ce qu'on peut pressentir, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui dans les enquêtes n'aura pas lieu. En gros, ça va se niveler. Et nous allons être peut-être dans un espèce de mouchoir de poche. J'accepte l'idée que Madame Le Pen soit assuré d'être au deuxième tour, ce qui n'est pas prouvé, mais je l'accepte comme idée de départ. Donc tous les autres vont être dans un mouchoir, ça va se jouer entre 19 et 21. Comme ça s'était passé Chirac-Jospin. Voilà. Bon. Donc ça va jouer dans un mouchoir entre nous. Donc j'estime que j'ai toutes les chances d'y parvenir si je fais une belle campagne dans la profondeur, dans la longueur. Et je peux pas m'arrêter à me disputer sur le bord de la route avec des gens qui sont pas contents de moi pour je ne sais quelle raison, parce qu'après tout, j'aurais pas fait trop de mal quand même. Bon, j'ai plutôt fait du bien. J'ai pas le temps. Faites ce que vous voulez, les amis, mais ceux qui veulent m'aider, mettez-vous-y pour de vrai, parce que dès qu'ils veulent pas m'aider, il y en a. Nous, pareil, on a très peu de temps. Je suis désolé. Front National, Marine Le Pen, le lendemain du vote britannique, dit il faut un référendum en France. Vous dites il faut sortir des traités. L'Europe va être au centre de vos deux campagnes.
Comment les Français vont-ils faire la différence entre quelqu'un qui dit on sort de l'Europe et vous qui dites on sort des traités? Oui. Où est la différence? Eh ben, ça va être, c'est une campagne, c'est toujours compliqué. Il y a un système binaire aujourd'hui. Pardon, je le liquide d'un trait de main. Il y a où vous êtes pour l'Europe, donc vous aimez la mondialisation heureuse, machin, etc., l'austérité et le reste. Ou vous êtes contre cette Europe parce que la supportez pas. Alors vous êtes raciste, xénophobe, allez chez vous, etc. Bon bref, c'est pas. Moi, je suis ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas. Deuxièmement, beaucoup de gens raisonnent de manière fétichiste, pour ou contre l'euro, comme si la monnaie en elle-même faisait l'Europe. Non, ça dépend quelle monnaie, comment est la banque centrale, quel est son statut et tout ça. Madame Le Pen dit qu'elle veut faire un référendum pour savoir si on reste ou si on sort. Elle négocie et après elle dit... Non, ça c'est moi. Elle dit un peu ça aussi. Eh ben alors tant mieux. Eh ben tant mieux si elle le dit. Mais écoutez, il faut réfléchir en partant des objectifs. Nous voulons la paix sur le continent. Nous voulons rapprocher les peuples. Donc ça peut pas être blanc ou noir. Alors, il faut entrer dans la discussion pour obtenir un résultat. Elle dit il faut renégocier, mais dans quel sens? Moi, je veux renégocier en faveur de droits sociaux et de l'harmonisation sociale et fiscale. Elle veut renégocier sur les bases du nationalisme. Nous ne parlons donc pas des mêmes choses. Deuxièmement, une fois qu'on a cette négociation, nous, les Français, nous ne pouvons pas raisonner comme si on était autour d'un tapis vert entre gentils gens. Non, le continent est en danger. Le continent est en danger de guerre avec la Russie et les tensions qui montent entre les peuples. Vous savez bien qu'il y a un nouveau brasier, Irlande du Nord, Irlande du Sud, qui va s'allumer. Vous avez un brasier Catalogne en Espagne, vous avez des brasiers partout, donc faut être prudent. Et nous, les Français, nous avons une responsabilité continentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ah bon, on s'en va, Madame Merkel, faites ce que vous voulez, vous les Allemands, avec votre Hinterland là derrière, il n'y a plus une industrie en Tchéquie qui soit pas allemande, il n'y en a plus une en Slovaquie, tout va bien, continuez. Non, ça peut pas être ça. Donc nous avons une carte à jouer, à proposer au peuple. Mettons que ça marche, très bien, on est sauvé. Mettons que ça marche pas. Et à ce moment-là, moi je veux que Monsieur Chaobleux sache qu'il ne peut pas m'intimider. Le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie, qui est pour sortir de l'euro et de l'Europe, pour recréer l'ancienne zone marque, n'est-ce pas? C'est ça son plan dans la tête. Sinon, ce type serait pas en train de serrer un garrot pareil à tous les peuples d'Europe et d'aller foutre une amende au Portugal et à l'Espagne. Donc, cet homme a une vision du partage de l'Europe. Il faut le mettre en échec. Eh bien, je veux que Monsieur Chaobleux sache que je ne céderai jamais. Et que si jamais on ne peut pas négocier, qu'on ne peut pas aller dans le sens que je dis, je préfère m'en aller que de lui céder. Et on verra bien à la sortie, rira bien qui rira le dernier. Mais je ne le souhaite pas, parce que ça serait quand même un échec. Et je demande que les gens qui m'entendent m'écoutent. On n'est pas en train de jouer, de confronter des schémas les uns à côté des autres. On n'est pas simplement des gens qui viennent présenter des revendications. Nous sommes un peuple qui a une responsabilité devant la paix et la guerre du continent. Voilà, et bon, on l'assume. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon.